Actualité TVCO, édition du 12 mars. Pour vous, cette semaine, aux actualités TVCO, bien tout d'abord, la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC, a une nouvelle directrice générale en la personne de Nadia Morin, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Aussi, c'était la semaine des conseils municipaux dans notre région. Alors, je vais faire le tour de la question en compagnie de notre journaliste Élisabeth Pailleur. D'une façon plus précise, à Petite-Rivière-Saint-François, cette semaine, on a adopté un premier règlement pour mieux encadrer l'exercice de l'hébergement touristique sur le territoire de la municipalité. Puis afin d'y voir clair, on a demandé au maire Gérald Maltais, le maire de Petite-Rivière, de venir nous expliquer ce dossier-là. Le 11 mars se tenait le gala Charlevoix reconnaît autrement. On va vous présenter également les récipiendaires des prix de ce gala qui s'est déroulé cette année en mode virtuel. L'horloge centenaire qui orne la tour principale du bâtiment occupé aujourd'hui par la MRC Charlevoix subit une cure de rajeunissement et nous avons un reportage à vous présenter à ce sujet. Le Fat Bike, ça vous dit quelque chose? Nous nous sommes rendus au parc des Hautes-Gorges pour pratiquer cette activité et on vous a préparé un reportage. Enfin, pour terminer l'émission, j'accueille sur le plateau Maxime Jaudoin pour parler de sport local et également du sport des grandes ligues. Bonne émission. Suite au départ de Pascal Harvey, la Société d'aide au développement des collectivités a une nouvelle directrice générale en la personne de Mme Nadia Morin. Mme Morin, bonjour. 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 D'abord, bienvenue et nos meilleures chances pour votre nouvelle fonction de directrice générale à la SADC. Merci. J'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir occuper cette fonction? Alors, ce qui m'a poussée, en fait, c'est le désir de redevenir, c'est-à-dire le désir de revenir m'investir dans le développement régional. Ce que je dois dire, c'est que moi, il y a 6 ans passés, j'étais en développement régional dans une autre région, au Bas-Saint-Laurent. OK. Et ça faisait déjà 6 ans que j'occupais d'autres fonctions comme directrice générale, mais dans un tout autre type d'organisation. Et puis, lorsque j'ai vu l'opportunité se présenter, j'ai comme ressenti l'appel, le désir, en fait, de revenir travailler au sein d'une collectivité, de me déployer, de soutenir le développement. Alors, c'est vraiment ça. Puis la région aussi également que je connaissais, évidemment comme touriste, Oui. La beauté régionale m'a toujours frappée. Alors, disons que ça combinait deux choses qui pour moi étaient importantes. Comment, dans les dernières années, vous avez travaillé auprès des victimes d'actes criminels. Auparavant, vous venez de le mentionner, dans le développement économique. Comment ces expériences combinées vont vous aider dans vos nouvelles tâches? Écoutez, bonne question. Je pense qu'il n'y a pas, le fait que j'ai pu travailler déjà en développement régional m'amène clairement des connaissances et compétences que j'ai pu développer au fil des années. Évidemment, le fait d'avoir été directrice générale d'un organisme qui vient en aide aux victimes m'a donné une connaissance supplémentaire d'un service plus pointu et particulier auprès d'une clientèle. Ce qui m'a permis également de continuer de développer mes compétences de gestion parce que je vous dirais que la mission est une chose, mais le rôle d'une direction générale, essentiellement, c'est vraiment de mettre en œuvre nos compétences de gestionnaire et qui plus est au bénéfice d'une collectivité, du développement d'une région, d'un territoire. Dites-moi, quels sont selon vous les principaux défis du développement régional, puis en particulier, puis là on va parler pour notre paroisse, je sais que vous êtes également, là, vous couvrez également tout le secteur de la Côte-de-Beaupré, mais dans Charlevoix, comment vous envisagez nos défis de développement régional? Écoutez, je ne vous cacherai pas que moi, je viens tout juste d'arriver en poste. Je suis là nouvellement depuis lundi, alors... ce que je connais en fait du territoire, c'est que c'est un territoire qui repose essentiellement sur le tourisme, sur la beauté de sa région. Les défis qui attendent une région comme Charlevoix, je crois, on parle toujours d'attraction de main-d'œuvre, de développement, si on veut, de l'économie qui repose essentiellement sur des entreprises de services,
de transformation agroalimentaire. Puis là, bien évidemment, un peu comme partout au Québec, on commence tranquillement à sortir de la pandémie qui a définitivement laissé des traces. Alors, il faudra, je pense que ce qui attend Charlevoix, au même titre que beaucoup de régions au Québec, ça va être de dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut commencer à se préparer pour la relève. Il ne faut pas attendre au lendemain de la relève. Il faut déjà être en mode action, puis dire, ben comment on va se relever de cette épreuve-là, hein, parce qu'on peut parler, oui, d'une épreuve. Heureusement, quand même, il y a eu des fonds qui ont été rendus accessibles aux entreprises, là, notamment la SADC. Oui, le Fonds d'aide et de relance régionale, là, vous aviez ça. Exactement. Oui. Puis les SADC ont joué un rôle prépondérant là, pour permettre aux entreprises de se prévaloir de cette possibilité-là de financement. Donc, alors c'est ça, il faudra être créatif, réfléchir à la relance. Par contre, tantôt, je m'en allais dire, l'avantage, c'est qu'on a vu l'été passé, lorsque, en période COVID, on ne pouvait pas voyager. Hein, on incitait les gens à rester à l'intérieur du Québec. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'on l'a vu pour la Gaspésie, puis je crois que ça a été le cas aussi pour Charlevoix. Il y a eu une recrudescence là, de touristes. C'est comme si les gens redécouvraient la région. Alors moi, je pense que ça va avoir des impacts positifs parce que les gens sont venus, ont vu et vont sans doute avoir envie de revenir. Alors clairement, il y aura là un avantage sur lequel on pourra construire la suite. On va vous laisser arriver avant de vous parler de dossiers spécifiques puis de voir qu'est-ce que vous faites avec vos différents fonds d'investissement. Mais dites-moi, au moment où la région tombe en zone orange, on comprend que, et c'était le cas même en zone rouge, mais tous les services de la SADC sont encore disponibles et puis c'est facile encore d'aller rencontrer des gens chez vous pour être en mesure de profiter, en tout cas, du soutien que vous pouvez offrir. Tout est ouvert présentement, là. Ah, tout à fait. Les services n'ont jamais cessé. Là. Alors, clairement, les gens ont accès au même panier de services. On est là, on est disponible. Les moyens technologiques sont là. On travaille par Zoom. Puis là, ben, avec la bonne nouvelle là, qu'on est maintenant en zone orange, on sent là, que l'activité va commencer à reprendre tranquillement, pas vite. Nous, on va pouvoir tranquillement aussi revenir dans nos locaux. Mais reste que l'accessibilité, là, on est accessible, on est disponible. Et on poursuit ce travail de soutien des entreprises. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne intégration dans vos nouvelles fonctions. Puis nous, on se reparlera plus tard, dans quelques semaines ou quelques mois, quand il y aura des annonces ou des chiffres spécifiques qu'on pourra amener en ce qui a trait là, aux différents fonds soutien que la SADC offre à notre collectivité. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'était Nadia Morin, la directrice générale de la SADC. Élisabeth Pailleur, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord de ce qui s'est passé au conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Oui, alors il y a eu 3 éléments qui sont ressortis du lot, dont le renouvellement du bail de location de Katabatic, qui est, on le sait tous, là, dans le secteur du quai à Baie-Saint-Paul. C'est l'entreprise récréo-touristique. Exactement, et c'était très important pour la municipalité de poursuivre leur location avec eux, étant donné qu'ils sont très importants et qu'ils apportent énormément de gens dans la municipalité. Ensuite, il y avait le pavillon Saint-Laurent, donc... Mais qui n'était pas justement à proximité de Katabatic. Là, on est dans le secteur du quai encore. Oui, exactement. Là. On reste dans le même secteur. Donc, ils ont finalement fait le choix d'un soumissionnaire, le plus bas, qui était conforme. Et c'est les Constructions Binette Inc. Donc, après 6 ans là, de délibération et d'attente, ils ont finalement choisi. Puis, le troisième sujet, c'était une demande au gouvernement du Québec pour la programmation Accès Logis. Donc, on sait que la ville de Baie-Saint-Paul est déjà dans cette progression-là de recherche de logements sociaux. Il y a des pénuries de logements à Baie-Saint-Paul, on l'a souligné déjà. Donc, cette demande-là va venir répondre à la demande. Donc, on espère qu'il y aura des réponses positives. Du côté de Saint-Urbain, on apprend que le parc industriel prend encore de l'ampleur. Oui, absolument. C'est une très bonne nouvelle pour la municipalité, d'ailleurs. Et c'est un règlement d'emprunt, n'oublions pas, qui était de 2,5 millions de dollars. Et grâce à des subventions, là, pourra être pallié. Et ils ont d'ailleurs parlé d'une marge de crédit temporaire pour être capable de payer ces coûts-là en attendant. Donc, c'est une phase 2 qui va faire partie de 5 étapes là, au total. Et ça a été finalement révisé et accepté par la Commission de protection agricole du Québec.
Et c'est grâce à une audition de Mme Simard, la mairesse, oui, que la décision a été revue et que ça a été accepté. Donc, on a dézoné l'agricole pour en faire un peu plus d'industriel, pour permettre au parc industriel de continuer de se développer. Exactement. Et on se souviendra qu'il y a 2 grandes entreprises qui sont là, dont Chélin et Viande biologique, qui, eux, sont vraiment en agrandissement. Et ça a soulevé des problématiques, étant donné que chaque compagnie, chaque entreprise ont leurs fosses septiques. Ils doivent payer ces fosses septiques-là. Oui. J'ai demandé qu'est-ce qui va arriver au niveau des égouts. Est-ce qu'il y aura Un service municipal, oui. Exactement. Et on m'a dit qu'il y aurait modification de stations de pompage. Donc, c'est déjà en branle depuis environ 1 an. Des études ont été faites. Alors, le village et le bas du village, dont le parc industriel sera desservi dans les prochaines années. Donc, les entreprises n'auront plus à avoir leur propre équipement, fosses septiques et tout ça. On va aller avec le système d'épuration des eaux de la ville de Saint-Urbain. Exact. On va de l'avant dans ce sens. Bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et aussi, il y a eu une soirée d'information en lien avec les élections municipales. Oui, et c'était offert par le ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec. C'est une campagne là, qui s'appelle « Je me présente ». C'est vraiment pour inciter les gens, les citoyens à s'impliquer, à s'informer, mais aussi à se présenter aux élections municipales en novembre prochain. On va voir ensemble rapidement la plateforme qui est sur élections municipales. Donc, vous voyez rapidement, vous avez 3 onglets, soit « Je m'informe »,« Je me présente » ou « Je vote ». On va aller dans l'onglet vert « Je m'informe ». Et vous allez voir, là, c'est assez étoffé. Vous avez tout à gauche les onglets pour vraiment vous informer, comme je vous disais, si vous voulez connaître ce que c'est. Puis pour de plus amples informations, vous pouvez également composer le téléphone 844-844-8466. Puis ça, c'est vraiment là... Ça, c'est pour s'informer sur comment ça fonctionne les élections municipales au Québec. Exactement. C'est quoi les rôles des personnes élues. Ensuite, vous avez la section « Je me présente ». Oui, si on franchit une étape, ça m'intéresse. Oui, ça vous intéresse, vous voulez vous impliquer dans votre municipalité. On voit qu'on a 3 catégories, dont la vie municipale a besoin de femmes engagées parce que depuis des années, là, on voit que les femmes, on dirait qu'elles sont moins impliquées, soit qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles n'osent pas, là, surtout. Oui, et on cherche la parité là, de plus en plus dans les organisations municipales. Absolument. Ensuite, on a la vie municipale a besoin de jeunes engagés. On cherche, oui, des femmes, mais on cherche également de la relève, là, des gens qui sont plus jeunes et qui veulent poursuivre en s'impliquant dans la municipalité. Okay. Puis, en terminant, engagement de la candidate ou du candidat. Donc, c'est vraiment là, plus général. Vous avez également des PDF. Et si on retourne juste en haut ici, on a la dernière section qui est « Je vote ». Donc, ça, c'est pour les citoyens, les citoyennes, les inciter à aller voter, à faire leur devoir de citoyen le 7 novembre prochain. Donc, très belle plateforme qui est faite. Et pour terminer, un bref retour sur la soirée d'information qui avait lieu le 11 mars au soir. Oui, je vous écoute. Donc, il y a vraiment eu un tour d'horizon pour les citoyens et les citoyennes de la MRC de Charlevoix. Et actuellement, le ministère fait le tour de la capitale nationale. Donc, si ça vous intéresse, par la plateforme, vous pouvez vous inscrire et accéder à ces rencontres virtuelles, tout à fait. Et il y a eu des explications sur les différents rôles et postes qui seront disponibles aux prochaines élections. Puis si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, vous êtes dans une municipalité, vous voulez vous présenter, mais il vous manque quelque chose, il recommandait d'appeler le président d'élection de votre municipalité. Et normalement, c'est soit le directeur général ou le secrétaire trésorier qui s'occupe de ça. Donc, avis à tous, là, il y a des ouvertures, puis on cherche des gens, puis on invite les gens à participer à la vie démocratique de leur municipalité. Oui, absolument. Parallèlement à ça, on va également souligner que la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François a franchi une autre étape cette semaine en ce qui a trait aux modifications des règlements de zonage concernant là, les résidences touristiques sur le territoire. Et puis, pour essayer de voir plus clair, hein, on a demandé au maire de Petite-Rivière, Gérald Maltais, de répondre à nos questions. On l'écoute. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, M. Ouellette. Monsieur le maire, d'abord, pouvez-vous un peu nous démêler là-dedans? Là, qu'est-ce qui a été adopté? Qu'est-ce qui n'a pas été adopté cette semaine? Qu'est-ce qui doit aller en consultation? Il y avait 2 règlements principaux chez vous. Là, on les appelait le 659-58 sur les constructions et le 659 sur les modifications de zonage. Pouvez-vous nous faire le point un peu là-dessus? Qu'est-ce qui a été décidé par le Conseil de ville lundi dernier? Bon, ces 2 règlements-là sont interreliés.
Le règlement qu'on va modifier, le règlement de construction, le 658, lui a été adopté mardi de cette semaine en assemblée régulière. OK. Il porte sur quoi ce règlement-là, oui? Ben là, lui, ce règlement-là, ben, c'est sûr qu'il mentionne que ça prend un certificat d'autorisation de la CITQ, l'industrie touristique du Québec, là. Oui. Et il y avait bien des choses qu'on avait ajoutées, nous autres aussi. Et c'était un dédoublement de ce qui était déjà vérifié par la CITQ. Oui. On a tout retiré ce qui était en double. Le règlement de construction, bien entendu, il est relié au règlement de zonage. Et ça, on parle du règlement 659 qui, lui, est encore en consultation. Je vous écoute là-dessus. Oui, il est encore en consultation parce que là, on est en train de limiter les zones où les permis de construction de résidences de touristes vont être contingentés. OK. Fait qu'on est en train de regarder toutes les zones qu'on a dans la municipalité et contingenter les zones en nombre de résidences de touristes possibles. Monsieur le maire, par rapport au premier règlement que vous avez déposé en consultation, que vous avez présenté lors d'une soirée publique, et puis le règlement comme tel en deuxième version, c'est quoi les principales modifications de l'un à l'autre? Principalement, il va y avoir les conditions pour l'émission d'un certificat d'autorisation de résidence de tourisme, là. Avoir un certificat de l'industrie du tourisme du Québec. Il y a des choses qu'on a enlevées. OK. Donc, anciennement, on avait des zones où les résidences de touristes étaient autorisées à 100 %. Oui. Donc, c'était une zone pratiquement mixte où autant un résident qu'une résidence de tourisme pouvait aller s'implanter. On avait d'autres projets, d'autres développements où les résidences de touristes étaient autorisées à 60 %. Et là, on est en train de regarder pour diminuer ce pourcentage-là et où les résidences de touristes étaient carrément interdites, ça va demeurer. Fait que c'est tout cet encadrement-là des résidences de touristes on a eu encore une rencontre de travail hier soir. OK. Et là, notre urbaniste va nous fournir le libellé de notre règlement 659 modifié. Et d'ici la fin du mois, on devrait avoir une assemblée extraordinaire pour déposer le deuxième projet de règlement. Parce que les modifications au zonage que vous allez proposer sont sujettes là, aux procédures de signature de registre puis de présentation spéciale dans le cadre de soirées d'information, de soirées de consultation. C'est bien ça qu'on comprend. Il y a une procédure à suivre de consultation avant d'adopter un tel règlement. Oui, on doit passer assurément par l'ouverture du registre. Donc, si les gens qui sont touchés par ce règlement-là décident de s'opposer à notre règlement, il va y avoir une ouverture de registre. Là, c'est sûr qu'en pandémie, ça, habituellement, ça se fait physiquement, mais là, si j'ai bien vu, là, Baie-Saint-Paul en a fait un il y a 2 semaines, là. Donc, ça va s'étaler, je crois, sur une période de 15 jours et les gens pourront s'opposer à notre nouvelle modification de zonage. Maintenant, Monsieur le maire, il y a d'intégrer également là-dedans un code de conduite pour les locataires de résidences touristiques. Hein? On dit là, un peu partout, Petite-Rivière veut resserrer la vis là, pour les locations touristiques. Qu'est-ce que ça va, l'adoption de ce règlement-là, qu'est-ce que ça va changer pour les propriétaires de résidences touristiques? Qu'est-ce qu'on leur ajoute ou qu'est-ce qu'on leur demande à l'avenir pour être capable d'opérer leur hébergement, leur offre d'hébergement sur le territoire de la municipalité? Donc, on va demander aux propriétaires d'adhérer à notre code de bonne conduite. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent en tout temps respecter toute la réglementation municipale en vertu de nuisances,
tout ce qui est en rapport avec le règlement sur la qualité de vie. Donc, les propriétaires de résidences de tourisme vont s'engager à respecter ça. Oui. Et s'ils ne le font pas, ils vont être pénalisables et après un certain nombre d'infractions en vertu du règlement sur la qualité de vie, ça pourrait aller jusqu'à la suspension de leur usage résidence de touristes. On comprend donc qu'il y aura sous peu un avis public qui va être émis pour une séance extraordinaire, puis les personnes qui voudront à nouveau intervenir sur votre proposition de modification au zonage pourront le faire dans le cadre d'une assemblée extraordinaire. C'est bien ce qu'on comprend? Dans le cadre d'une assemblée extraordinaire, il y a toujours une période de questions lors de ces assemblées-là. Et par la suite, s'ils ne sont pas satisfaits, il y aura une ouverture de registre où ils pourront s'opposer aux modifications. Exactement. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue ce matin. Ça me fait plaisir, M. Ouellet. Merci. Alors, c'était Gérald Maltais, le maire de Petite-Rivière-Saint-François. Cette année, pour cause de COVID, le Grand Gala Charlevoix reconnaît le Grand Gala annuel qui se déroulait à chaque année au manoir Richelieu est passé en mode virtuel et ce gala se déroulait le 11 mars dernier et on connaît maintenant les récipiendaires des différents prix. J'en parle avec Élisabeth. Alors, est-ce qu'on peut avoir le nom des principaux récipiendaires, Mme Pailleur? Oui, absolument. Il y avait plusieurs prix, dont le prix de la résilience, qui était pour les entreprises qui ont fait preuve d'adaptation. Alors, on a les restaurants à la vache, Al Dente et le Diapason. Également, on a eu le camp Le Manoir des Éboulements, la cidrerie Verger Penneau et la SDC du centre-ville de la Malbaie. Il y avait également dans cette soirée des prix coup de cœur qui étaient attribués par vote populaire auprès de certaines entreprises. Et les plus populaires, si je peux dire, oui. Il y en a 4 qui ont remporté ce prix-là. On a le Centre de beauté Isabelle, les ateliers La Terrière, le Centre Canin Le Loup Blanc et la cidrerie Verger Penneau. Autre prix important qui est décerné pendant ce gala, c'est le prix Charlevoix Soutien, où plusieurs entreprises offrent des biens et services à une entreprise sélectionnée. Oui, et puis cette année, c'est l'entreprise Lico Impression et Emballage qui a remporté jusqu'à 8 000 $ en argent et services offerts par les partenaires de la Chambre de commerce. Alors, bravo à tous les participants et tous les gagnants. Oui, et c'était un beau prix et je pense qu'on a travaillé fort pour offrir un gala de qualité du côté de la Chambre de commerce, malgré le fait qu'on soit passé en pandémie. Absolument. Élisabeth Pailleur, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous reconnaissez cette horloge? Il s'agit de l'horloge qui orne la tour principale du bâtiment qui est occupé par la MRC Charlevoix au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Cette horloge subit actuellement une cure de rajeunissement et on vous a préparé un reportage là-dessus. L'horloge centenaire de la MRC de Charlevoix a besoin d'une cure de rajeunissement et c'est l'horloger Frédéric Cloutier qui va s'occuper de la restauration. Je la démonte en pièces puis je vais la sortir par le trou. Là. Le mécanisme d'horloge d'édifice, utilisé à la fin des années 1800, n'est pas comme les horloges ordinaires. D'abord, sa fabrication est blindée. Pour fonctionner convenablement, il y a un mécanisme de pendule pour les aiguilles situées à l'avant. L'horloge fonctionne également grâce à un système de remontoir, une sorte de poulie verticale, pour la marche et pour la sonnerie. Le mécanisme, il n'est pas électrique, il est vraiment mécanique. On peut manquer d'électricité pendant 6 mois, puis on va continuer à avoir l'heure quand même tant que le mécanisme est remonté. Le mécanisme, ce type de mécanisme-là, il y a un système de sonnerie à cloche. Si on peut voir ici la grosse lamelle, là, elle ici, là, ça se trouve être le régulateur pour la vitesse de la sonnerie. Ce régulateur-là, lui, quand le mécanisme sonne, il régularise la vitesse de la sonnerie. S'il n'était pas là, ça sonnerait bing, 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 ça aurait pas de bon sens. Au niveau de ce qui définit le nombre de coups des heures, ici, on a une pièce qui est faite en forme de colimaçon. Le petit râteau, lui, il se trouve à tomber et le mécanisme compte les coups, 1 à 12. Fait que 1 heure, 2 heures, 3 heures. On retrouve ça dans les horloges grand-père, les horloges des années 1900, là, c'est assez commun.
Des éléments du mécanisme doivent être huilés et nettoyés. Pour la sonnerie, il y a un autre câble qui monte en haut, il y a une plus haut plafond qui transfère ici en haut et qui est relié à ce poids-là ici qui fait fonctionner la sonnerie. Fait que si lui est complètement désarmé, la sonnerie arrête. Si la marche, le poids est complètement désarmé, le mécanisme arrête. La cloche fonctionne sensiblement de la même manière, avec un câble et un levier qui lèvent le marteau avant de frapper la cloche. La pièce pour remonter l'horloge se situe un étage plus bas. Depuis son tout jeune âge, Frédéric Cloutier baigne dans le milieu de l'horlogerie. Ses études lui ont permis de se spécialiser dans le domaine et de côtoyer des objets uniques. J'ai fait mon cours en horlogerie à Trois-Rivières. J'ai fait mon cours à l'École nationale d'horlogerie de Trois-Rivières. C'est la seule école qui reste au Canada et est toujours là présentement. Ensuite de ça, j'ai fait une formation en usinage comme machiniste. Ça fait que je peux refaire des pièces, peu importe, là, comme les pièces qu'on a à refaire dans ce type d'horloge-là, ben, j'ai l'équipement nécessaire, j'ai les connaissances nécessaires pour pouvoir les refaire, ce qui fait que ce type de mécanique-là, de un, je trouve ça magnifique, puis ça va être un plaisir, puis même un honneur de pouvoir restaurer ce genre de pièces-là. L'horloge, fabriquée par la compagnie Howard Clock, demeure un patrimoine à conserver et à préserver. Il y a une qualité de matériaux, il y a une qualité de précision. Le travail qui est fait est impeccable. C'était pas fait comme aujourd'hui, que ça dure 10 ans, puis on passe à un autre. Là. C'est vraiment... C'était fait à toute épreuve. Puis la preuve, on l'a ici, là, on a une qui a plus de 100 ans, puis qui a besoin d'amour, mais elle est toujours en fonction. Là, on va lui donner de l'amour pour la ramener comme... faire une beauté pour la ramener à son 1906 comme à l'origine. L'horloge retrouvera sa place au milieu cet été et pourra à nouveau résonner dans les rues de Baie-Saint-Paul. Le fat bike est une activité qui gagne en popularité au Québec et il était possible cet hiver de le pratiquer dans le parc des Hautes-Gorges. Alors, on a été essayer ça et on vous a préparé un reportage. Je me suis rendue au Parc national des Hautes-Gorges pour essayer l'activité sportive, le fat bike, et vous allez voir, c'est pas aussi facile qu'on le croit. C'est à partir du centre de service Le Draveur, entre le 18 décembre et le 28 mars, qu'il est possible de faire la location du vélo à pneus surdimensionné, une activité qui gagne en popularité depuis quelques années. C'est ça que ça permet de faire du vélo l'hiver, mais d'une façon différente, là. Plus explorer les endroits où on pourrait pas aller avec un vélo habituel, là, comme ici. Dans un paysage exceptionnel, le parcours de 7 km offre un aperçu sur la vallée encaissée des Hautes-Gorges et permet d'explorer le site, notamment grâce à d'autres activités hivernales. Ici, d'abord, c'est beau. C'est beau, la piste est toujours bien aménagée. On aime bien ça parce que c'est une piste multifonction. C'est qu'on aime ça venir ici pour faire du fat bike et d'autres activités. Là. On peut faire du ski puis de la raquette. Là. Puis on aime vraiment le coin ici. On appelle ça le Yosemite du Québec. Là. C'est à cause du canyon, la façon que c'est organisé. C'est vraiment beau. Sur 3,5 km, il est possible cette année de rouler sur la rivière Malbaie à partir du secteur de la pointe aux Inukshuk, dû aux conditions météorologiques. Avertissement, ne pas rouler directement sur la glace. L'adhérence des pneus se fait uniquement sur une surface compacte et enneigée. Arrivé au secteur de l'Équerre, sans trop de mal, un arrêt s'impose. En plus d'avoir accès à un refuge chauffé, il est possible de débuter une autre activité et de continuer l'aventure, soit en raquette, en ski ou même en escalade de glace. Si vous êtes comme moi, vous voudrez terminer le parcours et prendre le sentier vers le centre de service Le Draveur.
Le retour en fat bike se fait plutôt rapidement, malgré les côtes parfois prononcées. En longeant la rivière Malbaie, on en oublie presque nos muscles fatigués tellement le paysage est magnifique. On le recommande à tout le monde. On a amené plusieurs personnes ici, les enfants, du monde qui n'avait jamais fait de fat bike, là, justement, parce que c'est pas une piste très difficile, mais que tu dirais modérée. C'est adapté pour tout le monde. Ouais, Adapté pour tout le monde. c'est relativement. Ça se fait bien ici. Il n'y a pas trop de grosses montées, mais juste assez pour que les gens sentent la différence, parce que le fat bike est beaucoup plus lourd. Tu as vraiment l'impression de pédaler avec un tracteur. Si vous voulez faire une activité hivernale dans un décor à couper le souffle, je vous recommande fortement le Parc des Hautes-Gorges pour toutes ces activités hivernales. C'est maintenant le moment de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour Martin. Parlons d'abord de sport local. Oui. Il y a des athlètes dans Charlevoix qui se préparent pour les prochains Jeux olympiques. Oui, alors on parle, comme on le voit ici, de Mme Anne-Renée Desbiens, originaire de la Malbaie, qui, elle, en fait, vise les Jeux olympiques. Gardienne de but? Gardienne de but pour son équipe de hockey Canada. Oui. Voilà, donc elle s'entraîne pour les Jeux de 2022 à Pékin, qui devrait avoir lieu prochainement. Et il faut se rappeler qu'elle avait participé auparavant aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Elle avait rapporté une médaille d'argent. Donc, un beau parcours, elle, qui ça va bien depuis 2017, que son parcours va bien. Donc là, maintenant, on vise les Jeux olympiques 2022 du côté de Pékin. Alors, on lui souhaite évidemment, de un, que les Jeux puissent avoir lieu. Oui, ce qui n'est pas évident. Exactement. Et on lui souhaite de performer à sa juste valeur si elle y parvient comme telle. Il faudra d'abord savoir, est-ce qu'il y a des Jeux olympiques cet été au Japon? Oui. Les Jeux olympiques qui ont été retardés d'1 an déjà. Oui, qui ont été attardés. Là, présentement, ce qu'on regarde, c'est que le comité ne veut pas les boycotter. Ils veulent vraiment que ça se fasse parce que OK. c'est des revenus importants aussi pour tout le monde, pour la ville. Et Mais on pour ne sait tous pas les si c'est athlètes. possible. C'est un Bien, peu ça. présentement, c'est dans les codes. On ne sait pas encore ce qui va arriver, mais ils ont OK. dit qu'il n'est pas question qu'on boycotte tout ça à cause du virus. Alors, on évalue présentement ce qui peut arriver en 2022 par rapport à cette situation-là. On s'en va maintenant parler de baseball. Oui. Aux États-Unis, on va recommencer à accueillir des spectateurs dans les gradins. Oui, alors on avait déjà Peut-être pas parlé. autant que ça, par exemple. On avait hein? déjà. Ben, en fait, là, moi, ce qu'on me dit, là, c'est que, comme Oui. vous voyez, domicile des Rangers du Texas, on a annoncé l'ouverture du stade à pleine capacité. Pour À la pleine saison, capacité? à pleine capacité pour l'année à venir, mais là, ce qu'on va demander pour le monde, c'est que de porter votre masque en tout temps, excepté pour boire ou pour manger, parce que manger un hot dog avec un masque, on s'entend que c'est pas l'idéal. Donc, c'est les seules façons qu'on va demander aux gens de retirer leur masque, mais sinon, pour manger en tout temps, ça va être de l'avoir. Ça, c'est pour les Texans, mais est-ce que ça va être comme ça dans tous les stades ou c'est différent d'un stade Oui, à mais là, l'autre? présentement, ça a été pour le Texas qu'on a OK. mis cette chose-là, parce qu'on sait qu'au Texas, l'économie est réouverte à temps plein, là, à plein régime depuis 2 semaines. C'est le gouverneur de l'État OK. qui a permis ça. Qui a décidé de réouvrir au complet. Absolument. Donc là, pour le domicile des Rangers, qu'on appelle le Globe Life Field, qui peut accueillir 40 518 personnes, on a permis pour ce stade-là de rouvrir en fond en comble et on va voir si c'est d'autres stades qui vont suivre par la suite, à la suite de C'est assez particulier. Maintenant, revenons sur quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans. Oui. Il y a 25 ans, on a déménagé des fantômes. Pouvez-vous nous parler de ça? un peu? Oui, alors il y a 25 ans, c'était ce qu'on appelle la fin du Forum de Montréal que plusieurs ont connu. Oui. Moi, j'étais trop jeune. Mais ça s'est passé, en fait, le 11 mars 96. C'était le dernier match qu'on a disputé dans l'amphithéâtre. Et évidemment, on avait remporté notre dernière Coupe Stanley au Forum de Montréal. Oui. Par la suite, malheureusement, il n'y en a plus eu. Alors, on dit que les fantômes, les fantômes Ont n'ont pas pas suivi suivi l'équipe, et voilà. Mais le Forum qui a abrité des événements marquants dans l'histoire de ce stade-là, Oui. on pense à l'émeute Maurice-Richard en 95, en 55 plutôt, excusez-moi. Oui. Le fameux coup à l'arbitre à Boston qui avait été Oui. donné. Il y a des combats également avec les frères Rougeau. L'échange de Patrick Roy, qu'on se souvient, qui avait fait
dans les médias, la grosse manchette. La bataille du Vendredi Saint, Canadien nordique, on se souvient, en 84, et aussi la série du siècle. Donc, ça a été des événements marquants qui ont marqué le Forum de Montréal. Et bien, pour ça, les nostalgiques s'en souviennent. Et on passe sous silence tous les grands spectacles qui ont eu lieu également au Forum. Exactement. Les Beatles se sont produits là et de nombreux autres. Et voilà, Queen, sans me tromper également, qui est passé par là, selon mes recherches. Donc, musique, sport, tout est passé. Et on saura peut-être cette année si les fantômes ont fini par déménager du Forum au Centre Bell. Oui. Parce que cette année, là, présentement, le Canadien, il joue à peu près pour 500. Là. On a une équipe de 500. Oui, bien c'est pour ça que j'appelle un peu une semaine d'égalité pour l'équipe, parce que OK. ça a été 2 victoires et 2 défaites en 4 matchs. Là, on parle face aux Jets, les Canucks et les Flames. Face aux Canucks, je peux vous dire que ça va très bien. Écoute, là, je pense que si on pourrait jouer toute l'année contre les Canucks, on en serait content, mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais également, ça ne fait pas toujours de jouer en pleine nuit, parce que là, les rendez-vous étaient très tard le soir, 23h. On était dans l'Ouest. Oui, là, ça finissait pratiquement à 2h30 du matin. Donc, comme diraient les chroniqueurs, un match dans l'Est qui se finit passé minuit, c'est rare qu'on voit ça. Là, c'est à cause du décalage. Habituellement, dans l'Est, c'est plus tôt. Vrai. Mais là, c'est Vancouver, là, c'est rare qu'on voit ça, des rencontres là, dans l'Est comme ça. Mais en tout cas, présentement, c'est pas si pire. Là, par contre, il y a Ben Sherratt, lui, qui s'est blessé à la main droite suite au combat qu'il a livré en début de semaine. Là, c'est Victor Mété qui le remplaçait dans la formation. Est-ce qu'il va le remplacer à long terme? Ça reste à voir comment ça va se passer là-dessus. Je pense qu'il est important de souligner qu'on est déjà rendu à la mi-saison, là. Oui, pratiquement. Là, il reste 2 gros mois. Le mois de mars et le mois d'avril qui reste vraiment. Là, ça, c'est des Beaucoup de mois. matchs. Ouais, c'est des mois vraiment qu'il ne faut pas se tromper si on veut faire les séries, parce que là, aux dernières nouvelles, on était 4e dans la conférence de l'Est, mais il ne faut pas trop en échapper. Parce que là, Toronto, Winnipeg, Calgary, là, eux commencent à remonter la pente puisqu'ils étaient auparavant derniers. Donc là, eux remontent, le Canadien stagne, des fois on descend. Donc là, c'est important, là, c'est 2 gros mois importants, parce que si vraiment on passe sur des séquences de 8 défaites de suite, oubliez ça, ça va terminer. Maxime Jodoin, merci pour cette tournée du sport. À la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Martin. Alors, c'est tout pour notre bulletin d'actualité cette semaine. On espère que vous avez apprécié. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.